Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Soumeylou Boubèye Maïga, président de l'ASMA CFP, ancien Premier ministre du Mali. Avec lui, nous allons aborder la situation justement au Mali et dans le Sahel de façon générale, avec une recrudescence d'attaques ces derniers jours. Le Mali, toujours, on va parler avec lui du dialogue national inclusif dont la date a été annoncée par le président de la République, date annoncée pour le 14 décembre. Monsieur Maïga, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais vous revenez de la Guinée-Bissau, vous avez conduit la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Comment cela tout s'est passé? Non, ça s'est bien passé. Je crois que depuis plusieurs mois, même plusieurs années, la CEDEAO assiste la Guinée-Bissau pour lui permettre de sortir du cycle récurrent de crise politique qu'elle avait connu. C'est ainsi que la CEDEAO avait eu à faire accepter la prorogation du mandat du président sortant, mais avec des pouvoirs limités, de manière à permettre une élection présidentielle qui soit organisée dans de bonnes conditions. C'est ce qui a été fait le 24 dernier. Et grâce à l'appui de la CEDEAO, à l'appui de l'ensemble de la communauté internationale, je crois que les Guinéens, massivement, si on compare avec les taux que nous avons dans la sous-région, se sont déplacés pour élire deux candidats, pour placer deux candidats pour le deuxième tour qui aura lieu le 29 décembre. Ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a d'abord un taux de participation assez appréciable, c'est 74%. Au mois de mars, pour les législatives, ils avaient fait un taux de participation de 84%. Il y avait une présence massive des femmes et des jeunes, à la fois comme agents électoraux et comme électeurs, bien sûr. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est la convivialité dans laquelle les opérations se sont déroulées. Parce que j'ai vu des bureaux de vote côte à côte dans la rue, sur les trottoirs et sur les places publiques. Et il n'y avait pas d'animosité particulière entre les candidats ou entre les représentants des candidats ou entre les électeurs. Les dépouillements se fait devant tout le monde, dans la rue, comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de bureaux de vote à Bissau, en tout cas, que j'ai visités, et qui étaient dans la rue, qui étaient dans des domiciles privés. Et donc, manifestement, il y a un consensus sur ce mode d'organisation. Et puis, ils ont une société civile qui a fourni vraiment beaucoup d'efforts d'encadrement, de remontée d'informations. Bon, si bien que dans l'ensemble, honnêtement, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, il y aura un deuxième tour, le 29 décembre, et la CEDEAO, bien sûr, reste attentive, vigilante et déterminée pour que le parachèvement de ce processus-là puisse ouvrir une perspective nouvelle pour la Guinée-Bissau. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, d'appréhension. Bon, on a appris que le président sortant a accepté un peu les résultats. Pour un pays qui était habitué au coup d'État, on avait beaucoup d'appréhension, mais qu'est-ce qui explique selon vous le fait que peut-être le président ait accepté le verdict des urnes et qu'il décide vraiment de laisser les choses aller tranquillement? Est-ce que c'est la CEDEAO qui l'a convaincu ou est-ce que je crois que bon, d'abord les citoyens, honnêtement, sont lassés des crises répétitives et aspirent à connaître une période de stabilité et de paix pour pouvoir avoir accès, comme toutes les populations de la sous-région, à un minimum de développement et de prospérité économique. Maintenant, c'est vrai que la CEDEAO a une présence importante là-bas, et sur tous les plans, sur le plan technique, sur le plan militaire, puisqu'il y a une force de la CEDEAO qui est déployée depuis maintenant plusieurs années et dont les effectifs ont été accrus dans le volet des forces de sécurité. Et puis, tout l'ensemble de la communauté internationale s'est aligné sur la CEDEAO pour soutenir ce processus et persuader tous les acteurs qu'il n'y avait pas d'alternative au processus démocratique. Il n'y avait pas d'alternative au processus démocratique. Et puis, je pense que de ce point de vue-là, les choses vont aller normalement. Et après, il faudrait les aider à mettre en place vraiment
des institutions plus fortes, les aider peut-être à revoir un peu leur architecture institutionnelle aussi, qui est un peu bâtie sur le modèle hérité du Portugal et qui fait qu'il y a quelquefois des dysfonctionnements institutionnels au niveau du partage des compétences au niveau de l'exécutif notamment. Mais je pense que tout le monde est sorti confiant, optimiste dans le fait que les Guinéens vont tout faire pour que le processus arrive à terme et ouvre surtout une étape nouvelle dans la vie du pays. Ok, on va présent parler du Mali, la situation sécuritaire, Indeliman, Tabankort, avec des pertes énormes et récemment la mort de 13 soldats français. On a l'impression, Monsieur le Président, que la situation sur le terrain s'empire. Est-ce que c'est votre constat également? Depuis 2018, on avait constaté une recrudescence de l'action des groupes terroristes dans le Sahel, et avec un débordement sur au-delà du Sahel, sur tous les pays qui sont dans notre voisinage méridional. Et puis il y a une expansion sur même d'autres parties du continent, comme l'Afrique centrale, en RDC, au Mozambique, parce que quand vous prenez sur un axe nord-sud, il y a nord-sud, vous avez des entités liées à Al-Qaïda d'un côté, d'autres liées à l'État islamique de notre côté. Bon, il se trouve que nous sommes au cœur du Sahel. Et forcément, donc, nous sommes une cible qui est particulièrement visée. Et malheureusement, en dépit de tous les efforts qui sont consentis, à la fois par l'État, mais par nos forces armées, auxquelles il faut rendre un hommage mérité. Je pense que les citoyens et les autorités reconnaissent ce rôle-là. Et donc, malgré tous les efforts qui sont fournis par nos forces armées et les forces internationales, on voit que la situation sécuritaire enregistre se détériore. C'est-à-dire, du début de l'année à maintenant, on a enregistré à peu près un peu moins de 750 attaques et actions imputées aux organisations terroristes. Ce qui constitue à peu près le triple de ce qu'on avait constaté l'année d'avant. Cela est dû au fait qu'il y a une conjonction et une connexion assez forte entre les différents groupes terroristes qui, même s'ils sont différents, même s'ils ont des appellations différentes, ont les mêmes cibles, c'est-à-dire déstabiliser les États, désorganiser la cohésion sociale et puis ouvrir de nouvelles routes de trafic, parce qu'il ne faut jamais oublier la connexion assez forte qu'il y a entre les groupes terroristes et tout ce qui est réseau mafieux et autres. Et bien sûr, dans le cadre d'États qui sont en reconstruction, un peu comme c'est le cas chez nous, comme c'est le cas au Burkina. Et donc, il y a cette situation-là. Je pense que nous devons réaliser, souvent le président de la République le dit, que nous sommes dans une situation qui ne pourra se régler que dans la durée. Maintenant, cela suppose que, naturellement, nous adaptions aussi nos réponses à cette situation-là, parce qu'au Mali, comme dans pratiquement tous les pays, les forces que nous avons n'ont pas été configurées depuis le stade de l'instruction et pendant toute la formation à faire face au conflit, au type de menaces auxquelles nous sommes confrontés actuellement. On a l'impression, Monsieur le Président, que les terroristes, la coordination au sein des terroristes semble plus réussie que celle au niveau des forces, que ce soit nationales ou étrangères. Comment comprendre qu'ils prennent le dessus avec une convergence de forces étrangères au Mali et également au Burkina, par exemple? Bon, c'est-à-dire que, vous savez, comme je le disais tantôt, mais comme tous les spécialistes le disent, nous sommes dans une situation d'asymétrie, c'est-à-dire de forces qui ne sont pas du tout de même nature ni de même volume. Et nous avons affaire à une guerre qui nous est menée par des gens qui sont incrustés dans la population, par exemple. Et ça,
ça veut dire que ça ne correspond à aucun des standards sur lesquels les forces étatiques et gouvernementales sont formées. C'est pourquoi la primauté que nous accordons à l'action militaire doit précisément nous permettre de séparer, de pouvoir couper le cordon ombilical que les groupes terroristes parviennent à créer, à lier au sein de la population. Et donc, dans la réponse que nous apportons, en plus de la réponse militaire, il faut absolument qu'il y ait d'autres actions qui puissent placer les populations au cœur de notre démarche, mais en leur donnant des perspectives politiques, économiques et autres. Mais dans un environnement qui est extrêmement saturé par les problèmes et les difficultés, parce que quand vous prenez la partie de notre territoire qui est concernée par ces conflits-là, vous prenez de Tessalit à Tchéninkou et de Léré jusqu'à Labzanga, bon, c'est une zone qui est dans une conflictualité depuis près de 10 ans. Donc qui est totalement déstructurée de tout point de vue, au plan économique, social, sociologique, au niveau des rapports sociaux, au niveau des rapports politiques, et donc qui était en voie de... Nous sommes dans une phase de résolution de conflits qui se mène avec beaucoup de difficultés, et en tout cas qui ne se mène pas au rythme souhaité par les uns et les autres. Alors c'est tout cet environnement de conflictualité qu'il faut prendre en compte pour savoir, pour se dire que la reconstruction va malheureusement prendre du temps, va nous demander d'adapter nos postures militaires, en particulier au contexte local, d'avoir une meilleure articulation avec les forces internationales qui, elles aussi, interviennent dans notre pays, parce que nous sommes un front parmi d'autres par rapport à une menace qui est mondiale. Et puis, je pense que les réflexions qui sont en cours actuellement vont précisément dans ce sens-là, c'est dans le sens d'une adaptation de notre capacité militaire, de notre outil militaire, mais aussi dans le sens d'une meilleure coordination avec les forces partenaires, les forces internationales. Ok, on a l'impression que les terroristes sont en train de déporter le théâtre des opérations au niveau de la frontière des trois pays, Burkina Faso, Mali, Niger. Certains disent que quand il y a un G5 Sahel, il y a un peu un G3 des forces terroristes. Comment expliquer cette situation-là, le fait qu'on déporte un peu le théâtre des opérations au niveau du gouvernement? Non, en fait, je crois que quand vous regardez ces couloirs-là qui va globalement de la zone de Menaka juste dans le Liptako-Gourma, l'agenda politique des groupes, c'est de continuer de harceler les institutions étatiques un peu partout, de créer une sorte de vide administratif, parce qu'en s'en prenant aux représentants des États de part et d'autre, dans les trois pays concernés, il y a un vide administratif qui s'est créé. Et donc cet agenda-là vise, sur le plan économique, à ouvrir de nouvelles routes pour le trafic. Parce que ce n'est pas indifférent que quand vous regardez l'évolution de la carte des violences contre le Burkina, elle s'est progressivement déportée jusque sur l'est du Burkina, à sa frontière avec le Bénin, avec le Niger. Parce que beaucoup de produits de trafic qui auparavant empruntaient d'autres pistes, qu'ils ne peuvent plus emprunter maintenant, sont obligés de créer de nouvelles routes de trafic dans cette zone. Et on voit bien que le sud-ouest du Nigeria, le sud-ouest du Niger et une partie du Bénin, et donc cette frontière-là, est devenue une zone de passage pour ouvrir de nouvelles routes de trafic qui passent par notre centre, pour monter par notre frontière ouest, contourner un peu quelques pays du Maghreb pour remonter, ou bien passer dans ce couloir où il y a notre frontière avec le Niger pour aller sur la zone de Menaka et poursuivre sur des routes de trafic. Parce que la connexion avec les trafics est structurelle dans l'action des groupes terroristes. Et ces mafias-là, tous ces produits de trafic, essayent de passer par les zones qui sont peu ou prou contrôlées par les forces non étatiques un peu partout. Donc je crois que c'est ça qui fait qu'il y a une concentration de la violence dans cette zone, parce que vous prenez de la région du lac Tchad jusque
sur le sud, l'extrême sud de l'Algérie, et puis vous redescendez juste dans le Liptako-Gourma, tous ces corridors aujourd'hui est devenu un corridor dans lequel ces groupes interviennent beaucoup parce que c'est aussi des corridors de nouvelles routes de trafic. Et les évaluations qui sont faites, c'est que quand vous combinez le trafic de drogue, le trafic des migrants et d'autres types de trafic, ben en gros, ça génère des ressources estimées à 5 millions de dollars. Justement, c'est dans cette zone des trois frontières que la France souhaite intervenir de nouveau à travers Takuba, une opération de force spéciale. Mais beaucoup de Maliens émettent des réserves parce qu'ils pensent que Barkhane n'a pas été un succès, contrairement à Serval qui a été applaudi. Vous avez une expertise sur ces questions-là. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que nous avons, il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas d'alternative à la coopération internationale, que ce soit dans la réponse militaire comme dans les autres types de menaces, de réponses. Maintenant, je crois que l'interrogation ou la réflexion dans laquelle tout le monde est engagé depuis justement les événements auxquels vous faites allusion, c'est qu'il faut procéder à une évaluation pour d'abord convenir d'une même clé de lecture de la situation, évaluer ensemble les diagnostics que nous portons de part et d'autre, et surtout s'interroger sur le volet concernant la coordination, de manière à ce que nos États qui sont en première ligne, en tant que sur le plan du théâtre, soient aussi en première ligne comme acteurs dans la mise en œuvre des réponses régionales, parce que la coopération avec nos partenaires internationaux doit d'abord aboutir à renforcer nos capacités nationales. Je crois que de ce point de vue-là, il y a nécessairement une évaluation à faire, et je crois que même du côté de la France, par exemple, ils ont dit qu'ils vont procéder à une évaluation sur les modalités de leur engagement. Et je pense que toute la démarche qui est envisagée, de part et d'autre, tant de leur côté que du côté de nos différents gouvernements, c'est précisément de voir quelles sont les modalités que l'action collective doit emprunter, parce que tant que cette action n'est pas appropriée par nos gouvernements, n'est pas appropriée par nos opinions publiques, parce que dans la lutte contre le terrorisme, s'il n'y a pas une certaine légitimation de l'action publique par les populations, le soutien des populations qui est absolument indispensable au succès, ce soutien-là ne pourrait pas venir. Donc je pense que les interrogations qui sont en cours sont des interrogations légitimes. Maintenant, nous avons à faire face à des situations d'urgence, parce que nous devons répondre au jour le jour au harcèlement que les groupes terroristes imposent aux forces gouvernementales, et en même temps nous inscrire dans une forme de restructuration, de reconstruction de nos capacités collectives. Mais je crois que de ce côté-là, il faut faire confiance aux dirigeants de nos différents États et à nos partenaires internationaux pour avoir les reconfigurations qui sont les plus pertinentes pour répondre à la situation. Selon vous, le débat sur le départ des forces étrangères, françaises en l'occurrence, ne mérite pas d'être posé? Là, il y a des interrogations dans toutes les opinions publiques sur l'efficacité des interventions militaires, qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales. Parce que la réussite de Serval est sans ambiguïté. Oui, mais c'est pas le même contexte. Serval était d'abord une action dans le cadre bilatéral pour libérer des portions de nos territoires qui étaient occupées. Là, nous sommes avec Barkhane et puis avec d'autres types d'initiatives, et puis pour nous-mêmes, nous sommes dans une lutte dans du contre-terrorisme, où nous avons affaire à des nouveaux types d'insurrections, qui ne sont pas des insurrections comme on l'a connu par le passé, mais qui visent à faire en sorte que notre zone, notre sous-région, soit dans un champ de confrontation mondiale, parce que quand vous regardez aujourd'hui l'action des groupes terroristes, les principaux fronts qu'on a sont au nombre de 3. Vous avez la zone Afghanistan-Pakistan, vous avez la zone irako-syrienne, et maintenant c'est le Sahel qui est devenu un des principaux théâtres. Parce que
nous sommes au cœur de la sphère musulmane majoritaire du continent. Nous sommes une passerelle entre plusieurs régions du monde, c'est-à-dire de l'Atlantique à la mer Rouge et puis de la Méditerranée au golfe de Guinée. Et nous sommes sur le plan géopolitique, sur des routes d'approvisionnement de l'économie mondiale qui sont des routes vitales. Donc tout ceci fait que le Sahel est devenu progressivement une cible majoritaire pour ces groupes-là. Et sans compter qu'avec le désengagement d'un certain nombre d'éléments sur le front irako-syrien, il y a de fortes chances qu'il y ait un reflux de combattants étrangers sur le Sahel via la Libye notamment, via d'autres pays. Donc c'est cela. Alors, et donc c'est toute cette complexité qui fait que notre situation n'est pas simple. Parce qu'en même temps, nous avons une armée qui se reconstruit, qui se reconstruisait sur des standards conventionnels et qui se trouve confrontée à des formes de menaces pour lesquelles toutes les armées conventionnelles ont eu des difficultés. Parce que, comme je l'ai dit, le théâtre que je vous ai décrit, de Tessalit à Tenenkou et puis de Lera à Labzanga, mais c'est 940 000 km². Donc, nos forces armées auxquelles il faut renouveler l'hommage qui leur est dû, parce que, en dépit des efforts qu'elles font, en dépit des efforts que la nation fait, mais nous sommes dans une situation opérationnelle qui est extrêmement difficile et où les difficultés sont énormes et où toutes les armées du monde ont eu les mêmes problèmes. Malheureusement, avec des pertes qui nous occasionnent beaucoup de douleurs au niveau des familles, au niveau de la troupe, au niveau même de la nation. Et bien sûr, il faudrait voir comment prendre tout cela en charge plus tard. Mais donc nos forces font face à des difficultés pour lesquelles elles ne sont pas nécessairement préparées et où leur apprentissage va se faire malheureusement dans les difficultés, mais ne pourrait se renforcer que dans la combinaison et une bonne articulation avec nos partenaires. Et d'ailleurs, tous les témoignages que nous avons de nos différents partenaires, c'est que nos hommes font preuve de combativité et de comportement très très appréciable dans les batailles. Sauf que nous avons affaire à des adversaires aux 1000 visages, comme on dit, qui sont sans visage, mais qui ont 1000 visages. Parce que vous avez vu à Indélimène, nous avons été attaqués par une horde de motos, d'engins, ainsi de suite, qui dès après leur forfait se sont évanouis dans la nature. C'est pour ça que tant que, en plus de l'action militaire que nous faisons, nous ne parvenons pas à couper le cordon qu'ils ont au sein de la population, nous aurons beaucoup de difficultés. Justement, il y a une relative accalmie au niveau du centre, la région de Mopti, où à un certain moment c'était des incompréhensions intercommunautaires. Est-ce qu'il y a des risques que la situation au niveau du Liptako, Gourma, menace cette relative stabilité-là? Ça reste très très précaire, la stabilité au niveau de la région de Mopti. Non, la situation reste fragile. Elle reste fragile. Il faut pouvoir la stabiliser, la consolider, en faisant en sorte que peut-être les actions qui ont été entreprises ou initiées en termes de désarmement en vue de réduire les violences intercommunautaires, comme c'est le cas, je crois, dans la route vers Soufroulaye, faire en sorte que les accords qui sont passés entre communautés grâce à différents canaux et tout cela, et puis avec peut-être la synergie d'action qui va se faire entre les différents niveaux dans le règlement du conflit ou de la tension qui ont été mis en place, que ce soit au niveau du haut représentant, du président pour le centre, au niveau du gouvernement, et puis peut-être même au niveau local et régional, qu'une synergie de toutes ces initiatives puisse aboutir à faire en sorte que les populations, progressivement, soient du côté de l'État. Et pour cela, il faut probablement que nous trouvions des formules assez novatrices pour leur donner des perspectives, pour peut-être que même dans le cadre du redéploiement des services de l'État
pour que ces déploiements soient facilités, peut-être trouver au sein de la population, même à titre temporaire, des auxiliaires qui seraient des facilitateurs, mais qui auront en ce moment-là un rôle plus valorisant à jouer dans la réinstallation des services de l'État, que ce soit pour l'administration territoriale, la santé, les services sociaux de base, ainsi de suite. Et ça, c'est un travail qui doit se faire, qui ne peut se faire que dans la durée, mais qui doit se faire aussi dans un relatif consensus national. C'est-à-dire que tant que ces situations sont aussi l'occasion de dissensions plus ou moins entretenues entre les différentes composantes de la nation, ben, ça va être un peu compliqué d'avoir une réponse satisfaisante. Mais je pense que c'est une situation qui reste fragile parce que ce n'est pas une situation qui est uniquement malienne. C'est une situation qui est instrumentalisée par des forces externes et qui fait partie, comme j'ai dit, d'une stratégie. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés malgré nous-mêmes, du fait de la géographie, peut-être dans un champ de confrontation mondiale qui met en jeu des acteurs multinationaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous aussi, dans la réponse que nous apportons, nous sommes en relation avec différents partenaires. Ok, Monsieur le Président, il fut un moment où, pour rallier Sévaré à Gao, on avait la possibilité de bivouaquer à Gossi, on pouvait bivouaquer à Ombori, et si on voulait quitter Gao pour Kidal, on pouvait dormir à la Belle Étoile à Anifif. Pour beaucoup de Maliens, cette période s'est révolue, c'est foutu. Beaucoup de Maliens n'ont plus d'espoir. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on revienne à ces moments? Oui, moi je crois que de toutes les façons, nous n'avons pas d'autre choix que de chercher les solutions, mais les solutions par nous-mêmes et à nous-mêmes. La première des choses, c'est que, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui était en train d'émerger de crise. Et d'une crise sur une longue durée, parce qu'il y a eu un empilement de crises. Le système de crise dans lequel nous étions combinait au moins quatre types de crises. Nous avons une crise qui est liée structurellement peut-être à la nature même de notre région, de la région sahélienne, où vous avez quand même des régions qui sont extrêmement étendues, avec de faibles populations, de faibles ressources avérées, et où, par la force des choses, il y a une sorte de développement territorial inégal. Parce que les 5 régions du Nord, c'est quand même 62% du territoire, mais 9% de la population et un peu moins de 10% du PIB en temps normal. Donc il y a beaucoup de frustrations peut-être qui étaient liées à ce développement inégal-là. Sur ces entrefaites, il y a eu le système lié au développement de Al-Qaïda qui s'est installé dans notre extrême nord sous la forme qui était devenu, c'était le GSPC qui est devenu Al-Qaïda et qui a petit à petit satellisé beaucoup de forces sociales et même politiques dans la région. Vous avez l'économie de trafic qui est un autre problème qui a alimenté la crise. Et puis vous avez toutes les difficultés liées à la gouvernance territoriale notamment, où peut-être que nous avons des populations ou des communautés qui ont eu une perception historique assez négative de leur relation avec l'État. Bon, c'est toute cette complexité-là qui a abouti, je crois, à la crise que nous avons connue en 2012 et dont nous émergions petit à petit. Et notre processus politique est en voie de reconstruction. Et ça, si nous n'arrivons pas à trouver un minimum de consensus sur déjà le diagnostic et puis sur les grands défis que nous devons relever ensemble, en dépit des différences normales qu'il y a en démocratie, mais si cet effort national n'est pas fait, nous pourrions difficilement retrouver une situation de stabilité pour aller de l'avant. Donc pour vous, c'est possible de pacifier la zone? Ah ben forcément. Comme avant. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il y va de la survie du pays. Il y va de la survie du pays. Maintenant, il faut que nous puissions confronter les diagnostics, que nous puissions avoir un consensus
national sur au moins les grands défis à relever, comme la gouvernance, comme la construction du pays, tout ce qui est lié à la sécurité, à tout ce qui constitue le socle du pays. Et je pense qu'à partir de là, en dépit des différences après normales qui peuvent s'exprimer entre les uns et les autres, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut que nous soyons conscients que nous sommes un pays qui émerge d'une crise et que les solutions vont se faire dans la durée, vont se construire dans la durée, et que cela nécessite un minimum d'apaisement aussi sur le plan national entre les différentes composantes pour que tout ne devienne pas objet de polémiques et de dissensions et que nous puissions avoir un cheminement relativement unitaire sur un certain nombre de grands problèmes. Après les phases locales et régionales du dialogue national inclusif et puis l'étape des consulats et des chancelleries, le clou sera à Bamako le 14 décembre. Selon vous, en quoi il peut impacter positivement sur le devenir du Mali, ce dialogue national inclusif? Non, le dialogue national, je pense, a été voulu par, si je peux dire, tout le monde au lendemain des élections, parce qu'au lendemain des élections, compte tenu d'un certain nombre de contradictions qui étaient persistantes, et compte tenu de la nature des défis qui sont restés en l'état, tout le monde s'est dit que il était utile et indispensable que les Maliens se parlent entre eux, établissent un diagnostic, justement pour voir quels sont les grands défis que nous avons et qui ne sont même pas liés à des questions partisanes. Mais quels sont les grands défis que nous avons pour qu'ensemble, au moins par rapport à ce qui préserve la nation elle-même, nous puissions nous engager dans une vision commune de notre pays. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une nécessité dont tout le monde a convenu. Et nous, pour notre part, nous avons toujours dit que nous y participerions sans préalable ni condition, parce que pour nous, tel que je l'ai indiqué là, le dialogue n'est pas un dialogue entre des camps opposés. C'est un dialogue entre des concitoyens. Ce n'est pas une négociation. C'est vraiment un cadre d'échange autour des grands problèmes, autour des grandes préoccupations qui ont été identifiées. Et donc, si chacun l'aborde avec un esprit constructif, et puis avec l'idée que nous devons aboutir à une vision commune de notre pays, ben, je ne vois pas de raison pour que ça ne marche pas. Maintenant, c'est évident que si c'est perçu comme une sorte de négociation, là, je pense que c'est... En tout cas, nous, ce n'est pas notre approche du dialogue. Oui, l'ASMA CFP y participera, mais Monsieur le Président, certains partis politiques de l'opposition du FSD n'y participeront pas. La CMA, on n'a pas la confirmation officielle. Est-ce que ça donne pas un goût d'inachevé? Bon, tant qu'on n'est pas au 14 décembre, il faut espérer que le plaidoyer qui est fait par les autorités pour promouvoir le dialogue, par les organisateurs, et puis l'acuité des problèmes que nous avons, je pense, finiront par convaincre les uns et les autres, parce que supposons qu'il n'y ait pas de dialogue, mais quelle est l'alternative? C'est ça le problème, c'est-à-dire que dans ce genre de situation, c'est ça. C'est quoi l'alternative? Certains expliquent leurs réserves par la conférence d'entente nationale. Ils pensent que les résolutions sont restées en l'état. Non, mais je crois que cette inquiétude me paraît être relativement levée, parce que le président le jour a bien indiqué qu'il se portait garant de la mise en œuvre des conclusions du dialogue, mais par le biais du mécanisme de suivi qui sera mis en place. Donc c'est ça, donc pour ça. Parce que dans tous les cas, ça nous paraissait évident que le président ne peut pas inviter tous les Maliens à un dialogue et ne pas tenir compte de ce qui va être dit. Donc de ce côté-là, c'est une prévention qui ne me paraît pas bien fondée, quoi. Et comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de dialogue, c'est quoi l'alternative pour nous pour développer
et une vision commune de notre nation. C'est quoi l'alternative? On s'achemine vers la fin de cet entretien. Monsieur le Président, si vous avez un message particulier avant de clore l'émission, faut-il garder espoir Ah oui, bien sûr, je pense qu'il faut garder espoir parce que, vous savez, s'il y a même une source de motivation pour nous tous, justement, par rapport à l'espoir, c'est qu'on a bien vu que nos militaires, quelques jours seulement après Indélimane, pendant qu'ils étaient encore à l'interne en train de réfléchir pour tirer les leçons de ce qui nous était arrivé à Bolikessi et à Indélimane, s'étaient quand même engagés dans cette tentative de jonction avec nos frères nigériens, dans la zone qui est la plus dangereuse, qui était tenue par les gens de l'État islamique dans les Grands Sahara. Et cette résilience-là de nos forces armées, leur aptitude à repartir toujours de l'avant, mais c'est ça qui doit nous inspirer pour dire qu'il n'y a pas de raison que nous désespérions de notre situation et que si nous parvenons à être capables, en dépit des difficultés auxquelles nous faisons face et des drames et des tragédies auxquelles nous faisons face, que nous pouvons toujours nous remettre ensemble pour aller de l'avant, il n'y a pas de raison que nous n'en sortions pas. Et donc je crois que c'est ça, d'ailleurs la reconnaissance ou l'hommage le plus important que nous pourrions leur rendre. Parce que quand même, nous avons enregistré des pertes importantes qui ont frappé presque toutes les familles, peut-être, du pays. Et ces pertes-là, pour qu'elles ne soient pas justement, elles ne restent pas vaines, pour qu'elles ne soient pas vaines, il faut que nous puissions en tirer une motivation pour nous engager dans la seule voie qui peut nous ouvrir la solution à nos problèmes, c'est-à-dire c'est la voie de l'échange, de la concertation, du dialogue. Parce que je ne vois pas d'autre alternative. Je ne vois pas d'autre alternative que de rester dans une démarche de ce type-là, pour que, et comme nous l'avons toujours dit, la dynamique du dialogue elle-même finira par produire peut-être un élan auquel on ne s'attend pas et qui pourrait nous amener vers encore plus de consensus, mais je ne vois pas d'autre alternative à cela, parce que c'est vrai, la démocratie c'est l'expression des différences, mais elle ne peut pas être une source de dissension permanente, quoi. Voilà. C'est sur ce message d'espoir que prend fin ce numéro de l'invité du jour. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions pour vous M. Soumeylou Boubèye Maïga, président de l'ASMA CFP, ancien Premier ministre du Mali. Avec lui, nous avons parlé de la dernière présidentielle en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, où il a conduit la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Nous avons également parlé de la situation au Mali en particulier et dans le Sahel en général. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur la chaîne du continent.